Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Paquebot. Alors avec nous ce soir Marcel Paris, bonsoir. Bonsoir. J'ai bien prononcé, Marcel Oui, Paris. oui, oui, c'est juste. Super. Alors vous venez d'écrire, non, c'est sorti l'année passée, sauf erreur, hein, le livre, Oui, en 2021, en oui, absolument. 2021. Mais donc c'est assez récent, vous avez sorti ce livre, Reconstruire l'avenir ensemble. Alors c'est ce dont on va parler ce soir, mais avant de plonger en détail dans ce livre, peut-être vous présenter en quelques mots. Donc vous êtes avocat, vous êtes directeur d'une école privée, vous êtes papa de 4 enfants, marié, et puis vous avez l'âge, on va dire comme ça, l'âge plutôt fatidique de la quarantaine, c'est juste? Oui, c'est tout à fait juste. Et puis donc, vous avez sorti ce livre. Alors, petite question comme ça, avant de plonger dans le vif du sujet. C'est courant, en tant qu'avocat, de se mettre comme ça à écrire un livre. Alors, c'est courant pour un avocat d'écrire, mais c'est vrai qu'on n'écrit pas des livres. Euh, alors, je crois pas que ce soit courant pour un avocat d'écrire parce que, en général, l'avocat est bien occupé par sa vie professionnelle. Maintenant, c'est pas rare que les avocats prennent la plume pour s'exprimer, pas forcément sur leur métier, mais sur d'autres choses, des thèmes qui les intéressent. Donc, c'est pas complètement incongru de le faire, mais c'est pas très fréquent non plus. Très bien. Et bien donc du coup, on va parler exactement de cela, ce point sur lequel vous avez décidé d'écrire, reconstruire l'avenir ensemble, c'est le titre de ce bouquin. Je me permets de lire quelques mots qui se trouvent au dos de cet ouvrage. Et si la crise du coronavirus était le baptême du feu pour entrer tout à fait dans un siècle volatile, incertain, complexe et ambigu? Point d'interrogation. Donc déjà là, on a un petit peu quand même le ton de cet ouvrage. Euh, mais encore. Mais encore, le coronavirus est un prétexte à ce livre. C'est le point de départ. J'ai commencé à l'écrire dans l'été qui suivait le premier confinement en Suisse. Pas tellement pour parler du coronavirus, parce que je crois qu'on en parle largement assez, mais pour essayer de coucher sur le papier un certain nombre de réflexions que j'avais pour moi besoin de faire déjà personnellement, et en me disant j'ai envie de les partager avec ceux que ça intéressera, de dialoguer avec moi. Alors c'est un prétexte, hein, effectivement, là comme vous le dites, ce coronavirus pour vous mettre à écrire, et en l'occurrence à écrire quelque chose de réfléchi. Et justement, c'est là peut-être que je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaitez transmettre avec cet ouvrage? D'abord, considérer la crise. Qu'est-ce que c'est qu'une crise? Prendre un peu de recul, essayer de réfléchir à la crise sous-jacente, pas celle qui nous saute aux yeux à cause de la réalité ou l'immédiateté médiatique. Et puis, surtout, ce que j'aimerais transmettre, c'est un message d'espérance. Un message d'espérance, c'est-à-dire. Dans une situation de crise, dans celle-ci en particulier, l'avenir nous paraît un peu obscur, il nous paraît bouché, on ne voit pas très bien. Je le dis dans mon livre, il y a d'autres crises que le coronavirus, il y a la crise climatique, il reste toujours à résoudre la question de la faim dans le monde et bien d'autres crises de guerre tout autour du globe. Mais est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer ou est-ce qu'on aura meilleur temps de quitter cette planète le plus vite possible? Oui, c'est intéressant. Justement, raison d'espérer, peut-être, quelles seraient, selon vous, euh, les raisons d'espérer, les raisons qui nous poussent à nous accrocher, justement, à pas simplement se dire, bon, je vais profiter au maximum, et puis, voilà, de toute façon, tout s'arrête ici, etc., etc. J'entends quelles seraient peut-être les raisons, oui, sur lesquelles on pourrait s'accrocher, qui valent la peine, qui sont des raisons d'espérer, qui sont qui touchent à l'espoir, oui. Ce qui peut nous permettre d'espérer, c'est notre vision du monde.
D'où est-ce que je pense que je viens? Pour quelles raisons est-ce que je suis sur cette planète en tant qu'être humain? Et puis surtout, où est-ce que je vais? C'est les grandes questions philosophiques, mais qu'on doit prendre le temps de se poser, qu'on oublie de faire, parce que voilà, il y a la crise, on a des problèmes très très importants au quotidien. Est-ce qu'on peut travailler? Est-ce qu'on peut avoir des relations sociales? Est-ce qu'on peut encore aller au théâtre? Est-ce qu'on peut encore aller manger avec des amis? Mais c'est dans ces réponses, dans les réponses à ces questions philosophiques, d'où est-ce que nous allons en tant que personne, en tant que société, en tant que monde, que l'on peut trouver des raisons d'espérer, pour autant qu'on ait une vision du monde qui porte à l'espérance. Mhm. Alors c'est intéressant, vous parlez de vision du monde, ce qui est aussi, je dirais, important de noter, c'est vrai que suite à cette crise et suite notamment au confinement, les gens se sont retrouvés un peu face à eux-mêmes, je dirais, puisque oui, il y avait bien du télétravail, mais quand même, il y avait une certaine réalité, on ne pouvait plus tout d'un coup être dans un flot d'activités qui peut-être permettait un petit peu d'éviter toutes sortes de questions existentielles. Maintenant, vous parlez de vision du monde et c'est là que je trouve intéressant. Peut-être quelle est votre vision du monde, ou en tout cas, qu'est-ce que vous amenez comme vision du monde dans ce livre? Alors c'est un des messages de ce livre. Euh, je, je, J'apporte au travers de ces quelques pages ce que je comprends de l'héritage chrétien et biblique, et ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui. Alors, on vit dans une société, pour moi, largement déchristianisée, et pourtant, je prétends et je soutiens que cet héritage n'est pas juste bon à jeter, qu'au contraire, on doit le reconsidérer au XXIe siècle, et se demander quelle est sa pertinence pour aujourd'hui et pour construire un monde nouveau et le monde de demain qui est central dans cette vision du monde-là. Alors si je me permets de vulgariser, hein, j'ai envie de vous dire, donc pour vous la solution c'est de se dire, bon, Dieu existe, donc je vais aller à l'église, je vais prier, et puis du coup, ainsi, c'est bon, l'espoir renaît, voilà la chose à faire. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est largement insuffisant, que cette recette n'a pas fait ses preuves, en tout cas pas complètement, et que précisément, on arrive au premier quart de ce nouveau siècle, de ce nouveau millénaire, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors pas de manière utilitaire, mais se poser la question, comment est-ce qu'on construit ce siècle? On en est responsable. Quel est l'héritage que nous avons reçu de nos pères, du 19e, du 20e? Et puis, avec quoi est-ce qu'on a envie de construire l'avenir qui n'est pas très très clair? Et d'ailleurs, on se pose assez peu de questions de savoir comment le monde sera, pas demain ni après-demain, mais dans 25, dans 50 ans, une ou deux générations. C'est là qu'on doit se poser les questions et se reposer la question, quelle est la place, par exemple, de l'Église, mais aussi de l'économie, de l'État, de l'école, de la famille, dans ce village global. Et selon vous alors, ne serait-ce que la place de l'Église, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce propos? Là, de nouveau, je ne crois pas que j'invente grand-chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voit que la crise pose les mêmes questions qu'elle a posées à toutes les générations qui nous ont précédés. Mais la question se repose aujourd'hui, quel est le rôle de l'Église? Et je pense que c'est d'abord un rôle actif, c'est un rôle ouvert sur le monde, présent dans le monde, pour essayer avec les autres institutions et en dialogue avec les autres institutions et particulièrement avec les autres religions, d'essayer de trouver des réponses aux questions que l'humanité se pose avec beaucoup d'urgence d'une certaine manière. Alors qui dit Église dit Dieu, hein, par définition. Je dirais là, concrètement, Dieu, là au milieu, comment est-ce que vous pourriez en parler? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce propos? C'est tellement abstrait, hein, d'à côté, Oui. on parle d'une pomme, elle est concrète, on la visualise, Dieu est abstrait par définition, la foi, on n'en parle pas, c'est carrément marcher à l'aveugle, donc là, qu'est-ce qu'on pourrait amener, je dirais, de concret sur lequel on pourrait s'accrocher, justement, toujours dans cette notion par rapport à ce livre, par rapport à cette notion d'espérance?
Ce qui me paraît peut-être le plus pertinent aujourd'hui dans la représentation qu'on peut se faire de Dieu, en tant que chrétien, c'est mon cas, hein, c'est que Dieu nous invite à une relation. Et c'est particulièrement ce qui est mis à mal, de mon point de vue, au travers de cette crise. C'est les liens que nous avons les uns avec les autres. Et Dieu nous invite toujours à la relation, et Dieu nous invite à non seulement à être en relation, mais à nous aimer. Alors c'est un défi permanent. Après quelques millénaires, on n'a encore pas tout à fait compris ce que ça voulait dire. On est encore à ce défi-là, mais on doit prendre conscience de l'importance de ces relations, et pas seulement des gens avec les gens qui sont d'accord avec nous, parce que ça finalement c'est facile, ou à peu près concevable, mais avec ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Et cette crise nous montre bien, il y a des désaccords profonds dans nos sociétés, il y a des désaccords profonds à l'échelle de la planète, mais est-ce qu'on peut être en relation, dans des relations saines et qui sont constructives? Et ça, je pense que c'est un des appels qu'on peut entendre de la part de Dieu, qui nous rappelle, vous êtes des êtres relationnels. Finalement, dans le concret, je dirais, qu'est-ce que vous pourriez dire, peut-être vous, à titre personnel, comment, on va dire, vous passez de la théorie à la pratique? Oui, j'ai envie de dire, le cœur d'une société, c'est la famille. Et ce qui est intéressant dans cette crise que nous avons vécue, c'est que tout à coup, tout le monde a dû rentrer à la maison. Même l'école s'est faite à la maison. On a dû rentrer chez soi et on a dû se retrouver en famille. Ce qu'on avait peut-être un peu perdu de vue ou perdu l'habitude de faire, et ça c'est important. Et quelque part, de ce point de vue-là, la crise peut être quasi salutaire pour nous rappeler, arrêtez-vous, rentrez à la maison et reconsidérez ce qui est vraiment important pour vous et ce qui fait que vous êtes stable, vous êtes sain, vous êtes fort pour affronter le monde tel qu'il est, la vie telle qu'elle est, qui n'est pas toujours facile. Et je dirais concrètement, considérons les relations que nous avons au quotidien, faisons pas des grandes théories sur l'amour, sur la philosophie, etc., même si j'en fais un peu dans ce livre, mais concentrons-nous, quelle est la qualité des relations que j'ai avec ceux qui m'entourent, avec ceux que j'aime? Quand vous parlez de la famille, donc vous parlez au sens large, pas uniquement la famille, donc son épouse ou ses enfants. Je pense là aux personnes qui pourraient être célibataires, Oui. mais donc la famille au niveau des frères, des sœurs, au niveau large. Des oncles et tantes, et Oui. puis je pense que la famille peut être conçue, parce que finalement c'est une spécificité de notre culture occidentale de le concevoir comme vous venez de le décrire, mais au sens du clan, au sens du village. Voilà, c'est un sens très large. Voilà. Exactement. Alors aujourd'hui, on parlera peut-être du lotissement ou du quartier. Quelles sont les relations significatives que j'entretiens autour de moi? Avec le facteur qui vient me livrer mon courrier, avec l'épicier, avec la personne qui me vend mon pain. Quelles sont les relations, quelle est la qualité des relations que j'ai avec mes collègues de travail? Est-ce que je peux me regarder dans la glace et me dire j'ai des relations saines qui me font envie, dans lesquelles j'ai envie d'investir ou pas? Et prendre le temps de cette réflexion. Et puis de se dire qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que j'ai à apprendre pour améliorer ces relations. Et puis c'est peut-être se dire, il y a cette relation-là qui est très mal en point avec un membre de ma famille ou quelqu'un de proche. Peut-être qu'il faut simplement que je prenne le temps de prendre du temps, passer un peu de temps ensemble, perdre un peu de temps dans des choses qui ne sont pas utilitaires et desquelles je ne suis pas détourné par les médias, par les outils électroniques, enfin par le monde tel qu'il va. Mais alors là, c'est intéressant parce que vous parlez non seulement de prendre du temps, comme on le dit, le dicton le dit bien, le temps c'est de l'argent, donc il y aurait peut-être déjà une invitation à se dire, bon, l'argent n'est peut-être pas le centre, la chose principale, l'essentiel, mais qui plus est, vous amenez encore à une notion, j'ai l'impression, qui est peut-être encore plus compliquée, c'est que finalement, vous invitez le lecteur, puisque c'est le sens du livre, à oser peut-être s'ouvrir, oser se montrer tel qu'il est, oser rentrer dans une relation vraie et authentique, ce qui n'est vraiment pas facile pour beaucoup. Je pense que c'est facile pour personne. Ça nous demande la vulnérabilité. Et cette crise, le cadeau qu'elle nous fait, qu'on trouve un peu empoisonné, c'est de nous rendre vulnérables. On réalise qu'on n'est pas tout puissant,
qu'en fait, on ne sait pas grand-chose, et puis que malgré tous les moyens qu'on a, et tous les moyens financiers, technologiques, la science, etc., on est bien peu de choses. Et peut-être que cette crise, elle nous remet juste à notre place, d'être vulnérable, et puis que c'est peut-être là que ça commence. Quand on est malade, on est moins fier, moins orgueilleux, et peut-être que cette crise, elle nous brise un peu pour qu'on rentre dans une relation plus humaine, plus naturelle, plus simple, les uns avec les autres, et en revenant à l'essentiel, se dire, ben oui, on est à la maison, on n'a plus le droit de sortir, ben on partage un repas, et puis, ben en fait, c'est bon, ça fait du bien, et finalement, la vie humaine, elle est faite de choses simples. Revenir à plus de simplicité, je pense que c'est important. Oui. C'est intéressant. J'aurais envie de changer un tout petit peu de perspective et me concentrer sur l'auteur, c'est-à-dire vous. Peut-être, quel a été le chemin pour arriver à ces réflexions et puis finalement à coucher ça sur papier au travers de ce livre? Je conçois que ça peut être très long, donc peut-être quels sont un peu les éléments que vous pouvez nous amener par rapport à ça? Alors, on le disait en préambule, je suis au début de la quarantaine, c'est le temps où en général on fait une petite crise, j'y échappe pas, parce que je crois que c'est le premier moment où on fait un peu le bilan. On n'a plus la fougue de nos 20 ans, on n'a plus l'énergie de nos 30, on a un peu plus d'expérience, on sent que le matin parfois ça grince un peu, on est un peu plus fatigué. Et puis on commence à récolter les premiers fruits de ce qu'on a investi avec beaucoup d'engagement. Et puis on se dit, est-ce que ça vaut la peine? J'ai envie de dire, c'est le bilan d'une première étape, d'un certain nombre de réflexions, d'un certain nombre d'engagements. Et puis au début de la quarantaine, se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça vaut la peine? Et puis est-ce que ça a du sens dans ce que j'ai envie de faire à l'avenir? Parce qu'il me reste plus tellement d'années. Enfin, oui, je suis pas encore tout à fait à mi-parcours, mais il faut commencer à se poser la question. Oui, bien sûr, la vie est éternelle, mais il y aura bien un moment donné où, enfin voilà, celui qui vous parle va s'arrêter un peu de vivre. Et puis, est-ce que ça aura valu la peine? Et puis, c'est une question qu'on se pose tous, je crois. Et j'avais envie quelque part de faire un peu le point. Je pense qu'il y a un peu de ça, de faire le point sur mon existence, et puis de se dire, ben, partageons. Tant qu'à faire, le partager à d'autres. Échangeons, parce que peut-être que d'autres se posent ces questions-là, et puis que peut-être cette démarche peut en encourager d'autres dans leurs réflexions. Merci beaucoup. Merci. Ce livre, donc, Reconstruire l'avenir ensemble, se vend au prix de 19 francs, c'est juste? C'est juste. Voilà. Et puis, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, en librairie, comme on dit, dans les bonnes librairies, et également chez l'éditeur qui m'a fait confiance et que je remercie, donc les éditions Cabedita. Très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite du coup une bonne continuation, une belle soirée. Et puis quant à nous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.